Intempéries, baisse de la consommation et menace de surtaxe douanière, la viticulture s'enfonce dans la crise en maladie chronique. Faut-il maintenir le secteur sous perfusion et à quel prix ou bien le débrancher et lever un tabou français? La fin d'une exception culturelle. C'est Dimanche en politique. Bonjour, bienvenue. Bonjour Sébastien Sigaud, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vigneron à Prayssac dans le Lot. Rien ne vous a été épargné cette année. Vous reconvertissez une partie de votre domaine pour tenter de tenir le coup. À vos côtés, Jean-Noël Dolé, vous êtes directeur commercial du Club des marques. L'Armagnac compte beaucoup sur l'export et la guerre commerciale entre l'Europe et la Chine. Et peut-être demain, les États-Unis pourraient vous coûter très cher. Enfin, quelle marge de manœuvre pour les élus ont-ils le pouvoir d'aider vraiment le secteur? Et le faut-il vraiment? On verra cela avec vous. Jean-François Portarieux, député Horizon de Haute-Garonne, merci d'être avec nous et coprésident de l'ANEV, Association nationale des élus de la vigne et du vin. Merci à vous trois d'être avec nous. Et tout d'abord, ce chiffre tombé cette semaine, la chute de la production viticole en France cette année, moins 23%, alors que l'année précédente était déjà très mauvaise. C'est une moyenne. C'est pire par endroits, comme chez vous, dans le Lot. Sébastien Sigaud, moins 80%. Comment tenez-vous le coup? Nous ne savons pas. On essaye aujourd'hui de repositionner le vignoble. On vient d'être quand même sur un aléa climatique successif. Donc 4 aléas de gel et 1 du haut milieu sur les 7 dernières saisons. C'est considérable, hein, 80%. Ah oui, 80-90% aujourd'hui. Et comment, il y a un problème de trésorerie? Ça y est, oui, on est dedans. En plus, avec un système assurantiel qui ne nous permet pas d'avoir de la trésorerie. Donc, puisque l'appellation Cahors, on le dit depuis très longtemps, et on est allé voir le ministre pour lui exprimer qu'elle n'était plus assurable. L'appellation, la marque collective Cahors n'est plus assurable. Et on arrive dans ce schéma-là. Jean-Noël Dolé, pour l'Armagnac, vous êtes relativement épargné cette année, mais vous sortez de 5 années très difficiles. Vous aussi, vous avez des problèmes de trésorerie. Même chose, même problématique. Hein. Des vendanges, ça fait 5 ans où nos vendanges sont à la baisse, avec des aléas climatiques, la grêle, le gel, et puis le vignoble qui n'arrive pas à se remettre d'aplomb. Donc on fait face aux mêmes difficultés économiques pour nos viticulteurs. Alors les vignerons multiplient les actions, demandent des fonds d'urgence, demandent des prêts garantis par l'État. Jean-François Portarieux, des aides et après tellement les crises se succèdent. Bien sûr. Il y a les mesures d'urgence absolument nécessaires. Là, c'est une priorité. Absolument nécessaire. L'aléa climatique est en train d'éradiquer le vignoble français. À Cahors, c'est particulièrement vrai, mais c'est vrai partout ailleurs. Songez que le 13 août dernier, dans les Corbières, un orage de grêle a complètement balayé la récolte. Bon. Il était fait état, donc les mesures d'urgence et puis des mesures sur le plus long terme. Par exemple, revoir le calcul de la moyenne olympique qui en fait repose sur des données de 5 années. Vous enlevez la plus mauvaise année, vous enlevez la meilleure année, vous retenez les 3 années du milieu, donc ça marche. Mais ça marche quand l'aléa est exceptionnel. Or, aujourd'hui, le réchauffement climatique fait que l'aléa, il est annuel. Et les crises s'accélèrent, se multiplient, s'intensifient. Sébastien Sigaud, un prêt garanti par l'État, très bien, mais il faudra rembourser. Hein. Oui, c'est bien ça le problème. Déjà que la vigne, on sait que c'est une culture qui se maintient à long terme. Quand on plante une vigne, le premier vin que l'on vend, c'est au bout de 6 ans. Donc, quand vous voyez les répercussions que cela reporte, et aujourd'hui, le fait qu'on ne récolte plus, parce que le problème qu'il y a, c'est qu'on ne produit plus en France, on ne produit plus de vin, mais on ne produit plus aussi d'autres récoltes. Et il va falloir revoir notre système agricole dans son ensemble. Il faut que la France se reproduise, c'est notre devoir. Bien sûr, le climat nous dérange, mais on doit s'adapter. Nous, à Cahors, on va faire une carte climatique et on va en parler ensuite. On va en parler, parce que les dégâts provoqués par les intempéries sont tels que certains domaines sont contraints d'arracher. C'est votre cas. Un paysage de désolation. Le reportage dans le Lot de Paul-Étienne Zahn et Jean-Pierre Josse. Comme je vais l'arracher, cette vigne, je vais couper tout ce qui gêne le fil de fer. Voilà. Suite aux différents épisodes météorologiques de ces dernières années, les vignerons de l'appellation Cahors sont autorisés à arracher les parcelles qui ont connu des pertes de production. Pour l'aider à supprimer 6 hectares sur les 32 que compte son exploitation, Nicolas Fournier touchera 4 000 € par hectare. Comme quelques vignes ont déjà été abandonnées, laissées en friche,
des solutions sont recherchées pour préserver les paysages. On enlève tous les pieds de vigne et derrière il y a un travail qui est fait avec la chambre d'agriculture pour savoir qu'est-ce qui peut se mettre derrière en termes de reconversion, en termes d'études de sol, ce qui pourrait bien aller dessus, le type de culture, que ce soit du maraîchage, que ce soit du maïs, du blé ou du pâturage. Pour ces 2 vignerons, les arrachages en plaine seront compensés par l'exploitation de vignes sur le plateau au-dessus de la vallée du Lot, épargnés par les épisodes de gel précoce. Je me considère comme un déplacé climatique en fait. J'étais venu dans la vallée en 2016 justement pour compenser les pertes de rendement liées à la sécheresse. Et finalement, c'est le gel qui me fait remonter sur le plateau. En tout, 16% du vignoble de Cahors devrait être arraché pour se préparer et s'adapter au changement climatique. Jean-François Portarieu, des vignes arrachées, des vignobles en friche, c'est un paysage français qui disparaît. Bien sûr. Bien sûr. Songez quand même que la vigne est millénaire dans notre pays. Et on arrache. Vous savez que le plan d'arrachage qui s'est arrêté le 13 novembre dernier fait que, nous en parlions avant, nous sommes à peu près à 27 000 hectares. Bon. Ce qui est très important, c'est que la France avait mobilisé un montant d'environ 120 millions d'euros pour ce plan d'arrachage. Ce sont des fonds européens. Tout n'a pas été consommé. Il est impératif que le ministère de l'Agriculture affecte le solde, c'est-à-dire les crédits qui n'ont pas été consommés, à la viticulture. Ça doit venir favoriser l'installation de nouveaux agriculteurs. Vous voulez détourner des fonds européens 10 millions d'euros? Non, je dis qu'il y avait entre 120 et 150 millions d'euros affectés à ce plan d'arrachage. Tout n'a pas été consommé. Le reliquat, le solde, doit continuer à venir financer, aider, soutenir les viticulteurs. Et j'y serai très vigilant. Hein. Vous arrachez, 10% de votre domaine, je crois, pour planter quoi à la place? En fait, on repositionne le vignoble. On arrache 12 hectares de vignes. Et mon collègue vous l'a dit précédemment. Un déplacé climatique. On dépasse le vignoble, c'est-à-dire qu'on va le repositionner sur les pentes. Nous avons des pentes calcaires. On a demandé une dérogation pour pouvoir aller justement arracher quelques bois, plutôt des ronces qui avancent, pour aller sur les zones où on sait que l'on gèle moins. Nous, le but à Cahors, c'est qu'on repositionne le Malbec de Cahors, qu'on le positionne de manière gastronomique, pour l'avenir aussi, et aussi de manière industrielle, s'il y a besoin de ces marchés-là. Et ces vignes arrachées, que vont-elles devenir? C'est mis en jachère, vous convertissez? Qu'est-ce que vous allez planter? Pour ma part, je le vois de cette manière-là. Bon, j'ai un troupeau de moutons en Côte-Senard, sur lequel je fais l'agneau fermier du Quercy, avec aujourd'hui aussi des investissements départementaux, régionaux qui nous permettent d'avoir un abattoir qui manque d'agneaux. Moi, la semaine dernière, j'étais au restaurant, on m'a dit, Sébastien, on n'arrive plus à avoir l'agneau local. Il en manque. Donc moi personnellement j'ai mon troupeau, donc ces terres-là qui sont des terres arables, bord du Lot comme je repositionne, je vais semer des orges, des fèves-rolles pour faire l'alimentation. La conversion, c'est une nécessité, trouver un complément de revenus? C'est un devoir. On n'a pas le choix, il faut qu'on s'adapte au territoire. Aujourd'hui, le climat bouge, et puis on fait aussi, on revient à la nature. Aujourd'hui, on prend conscience, on se rend compte qu'il faut plus de surface pour les animaux, parce avec toutes les règles qu'on nous fait aujourd'hui, malheureusement, on arrive comme au Texas, il nous faut plus de surface pour alimenter les animaux. Et puis, notre devoir, c'est de remettre de l'humus sur notre territoire, parce que quand même, n'oubliez pas que quand une vigne est passée, la terre a souffert. Il faut quand même l'oublier, il ne faut pas l'oublier. Donc, garder l'humus, la paille, le foin, et bien sûr les fumiers pour remettre sur les sols. Et d'ailleurs, par rapport à cela, j'en parle depuis très très longtemps, je souhaiterais quand même qu'on arrête les prestations viniques sur les mares. Les prestations viniques sur les mares. C'est-à-dire ce don d'alcool sur la peau de raisin, qui porte très peu d'alcool. Bon, sur les lits, c'est normal, ça rend service. Mais quand même, sur la peau de raisin, aujourd'hui, je me pose la question, quel est l'aboutissement? Parce qu'on enlève l'humus qu'on fait circuler pour donner de l'alcool à l'État, alors qu'on pourrait le garder localement et le répandre. Alors il y a une prime à l'arrachage dont vous bénéficiez sur des fonds européens, on en parlait, 4 000 € l'hectare, à la condition de ne pas replanter de vignes, ce qui est un crève-cœur pour cette vigneronne du Roussillon. Écoutez-la. J'ai prévu d'arracher des vignes, mais c'est hors cette prime d'arrachage, parce que je veux garder ces droits de plantation, je veux continuer à faire vivre mon exploitation, j'y crois encore, je m'accroche. Il y a eu trop de travail, trop d'investissement pour s'arrêter là. Voilà, alors elle s'accroche, elle ne veut pas de la prime, mais cette prime avec des fonds européens, est-ce à dire, Jean-François Portarieu, que la puissance publique prend acte et incite les vignerons à jeter l'éponge? Non, elle incite les vignerons à s'adapter. À produire beaucoup moins. Bien sûr, puisque vous avez de toute façon une baisse de la consommation, notamment de vin rouge dans le monde, en France et dans le monde. Donc il faut certes s'adapter, il faut encourager l'adaptation, mais pas à n'importe quel prix. Notre viticulture,
qui est un pan de notre patrimoine, de notre histoire, a besoin d'être accompagné, d'être soutenu avec les mesures appropriées, pas toujours d'ailleurs avec des mesures législatives. Moi, je considère que la loi est bavarde. Il faut réduire les normes, il faut accélérer l'évolution de la réglementation. Bref, il faut s'adapter à l'urgence climatique qui affecte notre viticulture. Et la baisse de la consommation, vous en parliez, on l'apprenait aussi cette semaine, baisse de 3,8% de la consommation en France. C'est plus fort encore pour le vin, on va voir les chiffres, moins 4,2%, moins 13% depuis 2021. Jean-Noël Dolé, vous êtes grossiste en spiritueux dans l'Armagnac. Vous subissez cette baisse, comment l'expliquez-vous ? Alors c'est déjà avec cet engouement des jeunes pour les produits sans alcool. Donc il y a vraiment une perte de nos cultures un petit peu, que ce soit pour le vin ou pour l'Armagnac. Et derrière, des marchés, enfin sur la France, mais aussi sur l'export. L'export, on subit de la même façon dans tous les pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des lobbies contre l'alcool. Et ces lobbies contre l'alcool vont à l'encontre de nos produits, quoi. Donc on est ballotté par les consommateurs qui se désengagent, que ce soit du vin, de la bière, de l'alcool en général. Jean-François Portarieu, on peut peut-être le regretter d'un point de vue économique, mais peut-être pas d'un point de vue de la santé publique. Monsieur Dolé parlait de lobbying contre l'alcool. Oui. En fait, on consomme du vin à table, on consomme du vin avec modération. D'accord ? C'est d'ailleurs le type de consommation que l'Organisation mondiale de la santé a étudié, une étude très récente au mois de juillet dernier, et qui montre que les consommateurs de vin, contrairement aux consommateurs d'autres alcools dans le monde, sont des gens qui boivent du vin à table avec modération. Et donc, il faut faire preuve de sobriété. Or, certains discours hygiénistes sont extrêmement radicaux. On va très très loin pour interdire la consommation de vin à table. Alors on parle de modération, on est même tenu de parler de modération depuis la loi E20 qui a plus de 30 ans, c'était en 91. Est-ce qu'il faudrait l'abroger, l'amender pour partie concernant le vin qui serait une exception culturelle en France ? Je ne sais pas s'il faut l'abroger. Je vous dis tout à l'heure, la loi, j'estime que la loi est trop bavarde. Moi je pense qu'il faut d'abord jouer sur la réglementation. Vous avez des choses assez simples. Vous avez une loi Dutreil qui est très coercitive pour la transmission des exploitations agricoles, pour le foncier agricole. Je pense qu'il est assez facile de l'assouplir, de façon à permettre à un vigneron de transmettre son patrimoine à son descendant. Vous savez, c'est très encadré, mais vous connaissez le sujet par cœur. Moi, je suis très favorable, par exemple, pour assouplir ces conditions de transmission, de façon à permettre à la viticulture... Pour le vin. Oui, la publicité pour le vin, elle est très encadrée. Je crois qu'elle mériterait d'être, si ce n'est toilettée, en tous les cas, un peu revue et corrigée. Alors, intempéries, baisse de la consommation et demain, menace de surtaxe douanière sous l'administration Trump. C'est déjà le cas en Chine, en représailles à l'Europe qui taxe les voitures chinoises. Et le marché russe est très compliqué pour cause de guerre en Ukraine. Jean-Noël Dolé, vous qui exportez, qui pariez sur l'export, ça fait beaucoup, non ? Ça fait un petit peu beaucoup pour nous. Nous, par exemple, aujourd'hui, je me sens un peu comme dans un système où il y aurait un dérèglement climatique, on en a parlé avant, économique et politique, et je me retrouve un peu comme dans le jeu du risque, quand j'étais plus jeune, où il faut vraiment faire attention où on met les pieds et comment on y va, avec qui, de quelle façon. Et aujourd'hui, la Chine nous met des barrières. La Russie continue d'augmenter ses taxes. Et puis avec le sujet de la guerre en Ukraine, c'est un sujet un peu touchy également. Et puis demain, Donald Trump, avant de partir, il avait prévenu que s'il était réélu, il allait mettre en place des taxes sur les alcools. Là, il revient. On s'attend à ce que ces taxes reviennent. Donc aujourd'hui, on ne sait plus trop où mettre les pieds et de quelle façon. Vous vous sentez ballotté, pris un étau entre cette guerre commerciale, entre continents qui vous dépassent ? Ça nous dépasse et en plus, avec des stratégies complètement différentes d'un pays à l'autre en Europe, avec des visions différentes, avec une approche... je dirais, unilatérale pour Donald Trump, alors que nous, on est sur une approche plurilatérale. Donc c'est assez compliqué, en fait. Et là, on est vraiment dans une situation complexe pour tous les acteurs. Jean-François Portarieu, la mondialisation, c'est fini. Le libéralisme, c'est fini. On est dans le protectionnisme. L'Europe doit-elle aussi, et la France, peut-elle encore se défendre à ses frontières ? Probablement faut-il que le libéralisme soit régulé, soit maîtrisé. Là, il y a manifestement... Et ça, c'est l'OMC. Mais l'OMC n'existe plus.
L'Organisation mondiale du commerce. L'Organisation mondiale du commerce, elle était, pour paraphraser quelqu'un, elle est en mort cérébrale. Bon. Là, on voit bien que le futur président des États-Unis d'Amérique, le président élu, lui, il a l'habitude des deals. Donc, il fonctionne en bilatéral. Il va venir discuter avec les Français, il va discuter avec les Italiens, il va discuter avec les Allemands, il va discuter avec les Brésiliens, mais il ne discute jamais de manière multilatérale. Or, nous, notre culture, elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à ces géants? Je crois qu'on résiste. Mais alors quand on voit par exemple sur le Mercosur que la France a du mal à peser dans les négociations entre les pays d'Amérique latine, ce traité de libre-échange, 5 pays d'Amérique latine et l'Union européenne, vous avez bon espoir, vous, que la France puisse donner raison ou faire entendre raison à Donald Trump? Déjà, quand on n'est pas d'accord, il faut le dire. Et si on ne tient pas compte de notre avis, il faut en tirer des conséquences. Je ne sais pas quelles conséquences on aura tirées. Moi, ce qui me satisfait, c'est qu'au moins on n'est pas d'accord, de manière unanime d'ailleurs toute la classe politique, sur ce Mercosur, pour tout un tas de raisons, mais la fameuse question des clauses miroirs, etc., on le dit. Et puis on va voir si on est entendu ou pas. Jean-Noël Dolé, le Mercosur, c'est 5 nouveaux marchés qui s'ouvriraient à vous, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay, la Bolivie, le Brésil. Alors, vous auriez intérêt, vous Alors nous, aujourd'hui, c'est des pays dans lesquels on n'est pas présent. Ouais. Donc c'est vrai que pour nous, ça peut être alléchant de pouvoir rentrer sur ce Mercosur. Mais à côté, on est un groupe qui est Vivadour, où on a d'autres cultures. Et aujourd'hui, il y a d'autres cultures ou d'autres... de l'élevage, par exemple, où c'est beaucoup moins intéressant. Donc je dirais entre les deux, mon cœur balance. Donc c'est un petit peu compliqué. Vous gagnez sur un tableau, mais vous perdez sur l'autre. La question, c'est est-ce que la somme est nulle? Et dans la plupart des cas, la somme, elle n'est pas nulle. Elle est déficitaire pour nous, pour les intérêts de la France. D'autant que vous disiez que la tendance mondiale sur les spiritueux, c'est la tequila. Hein. Vous allez produire de l'agave dans le Gers. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, il y en a qui essayent à Marseille, donc pourquoi pas? En tout cas, la question de la concurrence avec d'autres continents, elle n'est pas nouvelle. On va vous regarder cette archive. C'était en 1967, des viticulteurs du Midi, comme on disait à l'époque, très remontés face à l'importation des vins algériens. C'était juste après l'indépendance, il y a bientôt 60 ans. Pot-oscillé, train bloqué dans 7 départements du Midi. C'est la riposte des viticulteurs à la décision du gouvernement de reprendre partiellement les importations de vins d'Algérie. Ce vin bloqué, on m'empêche de le vendre, et lorsqu'on a ouvert les importations d'Algérie, la colère a éclaté. Le cas est général, tout le monde est dans mon cas. Voilà, il y a eu aussi après la concurrence des vins espagnols, du Chili, d'Afrique du Sud. Et regardez cette carte, elle redessine les régions viticoles en Europe si le réchauffement global est supérieur à 2 degrés. En rouge, les pays perdus, autant dire le sud de l'Europe, le pourtour méditerranéen. Le sud-ouest est en sursis, quasiment moribond. Et les vignobles migreraient au nord de la Bretagne jusqu'au Danemark. Jean-François Portarieux, quelle est votre réaction quand vous voyez cette carte? Un monde pourrait se changer, une page se tourne. Ça me fait froid dans le dos, sans mauvais jeu de mots. Mais il faut quand même pas oublier que la vigne, c'est notre patrimoine. La vigne, elle valorise les paysages, elle vitalise la ruralité. La vigne, elle favorise le no-tourisme. La vigne, la vigne, elle empêche les incendies de se propager. Elle a tout un tas de vertus, la vigne. Et quand je vois cette carte avec la vigne qui est appelée à disparaître, ça m'attriste. Mais est-ce qu'il n'y a pas un devoir de vérité de la puissance publique? Gouverner, c'est prévoir. Oui, mais évidemment, c'est pour ça que j'insiste beaucoup. Je pense qu'il faut soutenir, accompagner toute la filière qui est en pleine mutation et qui le reconnaît. Vos invités le disent d'ailleurs. Les vignerons ne sont pas butés. Ils comprennent bien que le changement climatique, il est inéluctable. Donc il faut s'adapter. Vous avez tout un tas de critères qui peuvent favoriser. Notamment, par exemple, de nouveaux cépages beaucoup plus résistants. Dans le Frontonais, c'est le cas du Buisselet. À Cahors, ils en ont un aussi. Il faut favoriser la plantation de ces nouveaux cépages, et il faut que la puissance publique, vous en parliez, notamment l'Institut national des appellations contrôlées, aide à l'émergence de ces nouveaux cépages beaucoup plus résistants, qui ont besoin d'un peu moins d'irrigation. Le problème de l'eau est fondamental, surtout dans nos régions. Sébastien Sigaud, oui, avec une irrigation possible en godet. Sébastien Sigaud, quand vous voyez, vous, cette carte, que vous dites-vous? Comment comptez-vous vous adapter? Et ne serait-ce pas
pardon de l'expression, mais reculer pour mieux sauter? Non, je ne pense pas. Aujourd'hui, c'est un devoir. On doit avoir l'accès à l'eau. Il faut que l'on arrête. Aujourd'hui, on n'est pas là pour surproduire. On est là pour produire mieux, pour mettre un végétal dans un équilibre hydrique de ce fait. On a 4 à 5 jours sur l'appellation Cahors où on a une transpiration du fait des excès de chaleur. Il faut qu'on puisse fournir sa plante de manière naturelle. C'est comme si vous laissiez un animal sans boire. Et en plus, ce qu'on se rend compte, c'est que si on a l'avantage d'avoir l'accès à l'eau, c'est qu'on a une gastronomie meilleure. Parce que n'oubliez pas, vous parlez des exports. Moi, j'exporte 40% de mes vins. Mais c'est la compétition. Il faut être meilleur que l'autre. Il faut être aussi bon que l'autre. Et avec le stress hydrique, on a les vins qui mutent plus facilement aux arômes tertiaires. Alors que si on a une plante qui est régulée, on a le vin qui reste en bouteille plus fruité plus longtemps. Et c'est ce qu'on cherche à Cahors. Aujourd'hui, Cahors doit se redimensionner dans sa gastronomie et d'avoir un fruité qui reste plus longtemps dans la bouteille. Avec de nouveaux cépages plus résistants? Oui, alors bien sûr, dans le passé, on a voulu faire les crus à Cahors. Avec l'Ianao, on a mis 20 ans juste pour monter un dossier sur lequel on n'est pas arrivé au bout, juste à quelques voix près. Mon collègue le dit aujourd'hui, l'Ianao, excusez-moi de le dire, doit aller plus vite. On veut mettre un cépage qui va produire plus. Donc il va être plus résistant, qui rentre dans l'appellation. Les jeunes de l'appellation, ça y est, ils en ont fait 1500. On était accompagné à l'École École, excusez-moi de l'exprimer, mais c'est quand même juste. Et ils ont envoyé l'intérêt. Aujourd'hui, on doit produire et produire mieux avec une gastronomie qu'on va chercher, parce qu'on va analyser aujourd'hui, nous, à Cahors, les 3 molécules que l'on a dans le vin qui sont les plus fruitées, pour essayer d'aller chercher la date exacte des vendanges pour arriver à des arômes bien précis. Non, on se repositionne, on sera présent demain à l'export, je peux vous le dire, on fait tout pour. Le réchauffement est tel que certains vignerons font le pari de planter des oliviers au beau milieu du Cognac. Vous allez le voir, c'était un reportage dans nos journaux, expérience menée en ce moment. Vous le voyez, produire de l'huile d'olive serait leur futur grâce à l'effondrement annoncé de la production en Espagne. Maintenant, le cognac commence à aller très mal. Donc, voilà, je sais que j'aurai cette culture d'olivier et d'huile d'olive qui sera là pour peut-être compenser des pertes. On a ce qu'on appelle une perte de biogéographie, notamment en Andalousie d'ici 2050. La moitié des oliveraies ne seront plus présents. Il faudra les délocaliser. Alors, si on veut continuer à avoir de l'huile d'olive en Europe, il faut les délocaliser en France, qui deviendra d'ailleurs, on va dire, la future Espagne. Jean-Noël Dolé, l'impensable devient une réalité. Serez-vous demain directeur commercial d'une oliveraie dans le Gers? Alors, je ne sais pas, mais c'est quelque chose dont on parle depuis très longtemps. En 2003, j'étais chez Veuve Clicquot en Champagne. Il y a Jean-Marc Jancovici qui était venu nous parler justement de ce réchauffement climatique en nous disant qu'on allait aller produire du champagne en Angleterre. C'est le cas aujourd'hui. Alors, ça ne s'appelle pas champagne parce que c'est une appellation protégée, mais on produit aujourd'hui des vins, des maisons comme Bollinger ou d'autres sont partis là-bas pour faire des essais pour produire des produits identiques. Donc aujourd'hui, on voit que ça fonctionne. Le Cognac qui a été très habitué depuis longtemps, depuis les années 80, se reconvertir, qui avait subi une crise déjà. Alors nous, c'est quelque chose historique chez nous, notamment avec le phylloxéra, où on a développé un cépage qui est le Baco, qui répond justement au problème du phylloxéra. Et nous, on est habitués à ce genre de problématiques. Donc, on va s'adapter, comme on s'est toujours adapté, et on continuera à s'adapter. L'Armagnac est un produit à plus haute valeur ajoutée. Est-ce que c'est ce qui permet de se maintenir, malgré la crise économique et l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat, nous, ça nous permet de nous maintenir. Et aujourd'hui, en France, heureusement, les ventes sont plutôt positives. Même si c'est quand même difficile avec le pouvoir d'achat des ménages qui continue de baisser. Donc, on a un petit peu peur pour les fêtes de fin d'année. Ouais. Cependant, on réussit à se maintenir correctement. Nous, ce qui nous importe plutôt, c'est l'exportation et c'est ce qui nous fait le plus peur aujourd'hui, quoi. On va parler du marché intérieur. Est-ce que l'instabilité politique du moment peut nuire aux affaires? Est-ce que vous le sentez ou pas? Complètement. Complètement. Tout le monde est dans une incertitude complète et ça fait peur à tout le monde. Donc les gens économisent sur la moindre chose. Sébastien, oui. Oh, tout à fait d'accord. Les stocks, on le voit, chez nos clients, sont beaucoup plus petits. Donc la prise de risque est moins forte, donc nous, on va moins vite. Donc les stocks baissent partout. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'incertitude est plus pesante. L'instabilité politique, vous qui êtes à l'Assemblée, il est beaucoup question de censure, peut-être demain. D'abord, est-ce que vous la voteriez, cette motion de censure?
Quand on présente une motion de censure, on en explique les motivations, donc moi j'écoute les uns et les autres. Quoi qu'il en soit, je pense que le pays a besoin, dans son ensemble, au-delà des clivages partisans, c'est pas mon truc, les partis politiques, mais je pense que le pays a besoin, plus que jamais, de stabilité. On est dans un monde en tension, un monde chaotique. Je pense qu'il faut quand même qu'on se serre plutôt les coudes. Moi, je suis un joueur de rugby, donc j'ai le sens du collectif. On me l'a appris, en tous les cas, on me l'a inculqué à l'école de rugby. Et je pense que plus que jamais, on en a besoin. Et vous êtes en capacité de rassurer nos interlocuteurs sur la stabilité ou l'instabilité? Je ne cherche pas à les rassurer, je suis avec eux. Parce que moi, je considère que la viticulture, la vigne, le vin, je suis président, vous l'avez rappelé, de l'Association nationale des élus de la vigne et du vin, moi, je considère que ça participe de notre culture, notre patrimoine. Et on ne laisse pas tomber un pan de culture, de patrimoine comme ça. D'accord ? Malgré tout, mais je l'ai dit, je suis le premier à le dire, on boit du vin à table, de l'Armagnac aussi, notamment pendant les fêtes, et on le fait avec modération. On n'a pas le comportement en France que l'on va retrouver en Europe de l'Est avec des alcools blancs particulièrement forts, avec des quantités absorbées sur quelques... Vous savez, c'est un mot anglais qui m'insupporte. Le binge drinking, oui. Voilà. Où on prend... on se retrouveront comme une queue de pelle en 2 heures de temps en ayant ingurgité 1,5 litre d'un alcool blanc, etc. Le vin, c'est pas ça. C'est pas ça la tradition de la culture du vin. Le vin, c'est des trésors artisanaux sur des siècles et des siècles. Et d'ailleurs, il n'est pas inintéressant que l'huile d'olive vienne remplacer le vin parce que dans notre histoire, elles ont coexisté. Donc moi, j'adore l'huile d'olive. Et j'aime bien le vin. Très bien, voilà pour la conclusion. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de belles ventes pour ces fêtes de fin d'année. Évidemment, dimanche en politique, la suite tout de suite avec Francis Letellier, suivi de votre journal régional. Très bon dimanche sur ICI Occitanie. Merci.